Sanga moko. Tata bo. Moko. Mama bo. Moko. Ekolo bo. Moko. La femme congolaise de l'Est de la République démocratique du Congo célèbre la journée internationale des droits des femmes du 8 mars sous l'occupation rwandaise au nord Kivu et au sud Kivu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission La Majorité Silencieuse en direct de Londres ce soir. À la veille du 8 mars, nous vous proposons une émission exceptionnelle dédiée à toutes les femmes congolaises et en particulier à ma mère Madeleine Kalinga Moudiaï Wambui Kalala François Bukola Boadu Tabouija. Pour cette édition spéciale, nous avons l'honneur de recevoir une véritable dame de fer, Madame Eliane Moukeba, Lecture Assistant à l'Université de Wells au sud de la Grande-Bretagne. C'est avec plaisir qu'elle participe pour la deuxième fois à la Majorité Silencieuse, votre émission. Madame Eliane Moukeba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Blaise, merci. Bonne fête. Merci. Nous sommes le 7, mais on peut toujours le faire depuis, ça a commencé depuis le 1er mars, ouais. Le mois de la femme, et le 8 qui est une journée très spéciale pour une femme comme vous, parce que vous l'avez démontré ici en Angleterre, vous êtes venu dans ce pays et vous avez compris une chose, vous devez vous engager dans l'enseignement pour préparer les générations futures. Félicitations et nous vous encourageons. Merci beaucoup. L'émission de ce soir est intitulée « Y a-t-il un garant de la nation en République démocratique du Congo, madame ?» Nous avons une question, la première question, puisque nous avons déjà commencé. Madame, peut-on encore espérer à une riposte militaire de la part du président Félix-Antoine Tshisekedi contre les agresseurs de notre pays, comme il avait promis, bien sûr? Espérer, je ne peux pas dire que c'est ce qui est en train de se passer parce que c'est comme si on a l'impression que rien n'est en train de se passer en termes de réattaquer ou attaquer l'ennemi. Parce que je crois que c'est une loi internationale de défendre son pays, de défendre notre territoire. Mais je continue d'espérer. J'espère qu'on pourrait le faire. Parce qu'on ne peut pas... Jusque-là, c'est comme si on est OK, oui, mais on ne peut pas rester comme ça parce que les deux régions sont occupées. Goma, Kivu, mais aussi tout le milieu rural de l'est du pays sont occupés par l'ennemi. Donc, nous avons l'obligation et le devoir de récupérer notre terre ou nos terres. Donc les territoires occupés, vous le dites. Les territoires occupés qui sont sous l'occupation de l'ennemi. Alors, ne pas le faire pour moi, je crois que ça, ce n'est pas ce que je conseillerais. C'est-à-dire qu'on doit agir. On ne peut pas tout simplement parler, on doit agir, c'est ce qui est important. On doit agir. Pensez-vous qu'une solution purement congolaise impliquant nos pères donc spirituels, la Senko et les CC, vous avez vu les démarches qu'ils ont fait, ainsi que nos chefs traditionnels, pourrait résoudre la crise à l'Est où le président doit-il privilégier l'option militaire ? À mon avis, moi je pense que ça dépend quelle est leur motivation, le père spirituel. Tu comprends? C'est-à-dire s'ils doivent aller voir l'ennemi, comment on peut aller entre-temps, on est attaqué, on va aussi en même temps voir l'ennemi. On ne se limite pas seulement là, l'ennemi du Congo, on le connaît tous maintenant, tout le monde le sait que c'est le Rwanda. Comment vous pouvez aller de l'autre côté pour essayer de négocier avec le Rwanda? Quelque part, c'est pour dire aux Rwandais quoi? Nous voulons négocier avec vous, nous voulons vous donner une partie de notre terre, ce qui ne sera jamais acceptable. Donc, pour moi, je ne pense pas que la solution pourrait venir de ces pères spirituels parce que je ne pense pas que leur motivation soit vraiment la bonne. La solution pourrait venir de nous, Congolais, qu'on se mette ensemble et puis qu'on se dise quelles sont les solutions que nous pouvons amener pour pouvoir résoudre ces problèmes. Mais je crois aussi que
essayer de défendre notre terre, notre territoire, par rapport à la défense est aussi très, très, très important. Oui. Aucun pays au monde ne peut vivre sans la défense. C'est une loi internationale. Nous avons vu récemment ici, au Royaume-Uni, avec ce qui se passe en Ukraine, parce que ça se passe sur le territoire européen. J'ai vu avec le Premier ministre britannique qui a dit « Nous devons augmenter l'argent » par rapport à notre défense, parce qu'au fait, ils avaient les Américains avant, avec l'arrivée de Donald Trump, on voit que même le système du monde, qui était les globalismes, les alliés de l'Europe, qui étaient les États-Unis, sont en train maintenant de regarder leurs propres intérêts. C'est comme ça que les Européens et aussi la Grande-Bretagne se disent non, on risque demain de se retrouver seuls. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons ajouter ce qu'on appelle cash, en anglais, cash injection, dans notre défense. C'est-à-dire quoi? La Russie est en train d'attaquer l'Ukraine. L'Ukraine est à 1 heure, 2 heures du Royaume-Uni. Ce qui fait que nous nous sentons tous menacés en Europe. Et la défense d'un pays est primordiale. Donc, par là, vous voulez encourager les chefs de l'État à injecter beaucoup d'argent à la guerre. À la guerre, absolument. Mais aussi de former l'armée comme il faut. Quand je parle de l'armée, c'est vrai qu'ils sont en train je sais pas, de sensibiliser sensibiliser les jeunes à peut-être rejoindre l'armée, tout ça, même à l'université, j'ai vu, mais ce n'est pas assez. Ici, moi je travaillais pour la Royal Marine ici, en Grande-Bretagne. Quand tu es dans l'armée, c'est là qu'il y a la vraie discipline. Tu vois comment ces officiers de l'armée se comportent. Moi qui suis une simple citoyenne, je peux me mettre avec les officiers de l'armée. Dès qu'ils sont devant toi, ils s'arrêtent, ils se disent « Eliane, tu veux prendre une photo avec nous ?» Mais voilà, nous sommes là. Et ils s'arrêtent, ils sont vraiment disciplinés avec leur arme ou quoi, mais ils sont vraiment disciplinés. L'armée veut aussi dire la discipline. Mais comment nous formons cette armée? Nous voulons une armée qui ne soit pas loyale à un homme, nous voulons une armée qui soit loyale à nos terres. L'homme peut passer, mais l'armée doit rester là, loyale à nos terres. Une armée républicaine. Une armée républicaine. Et là, quand on parle de l'armée, on ne parle pas que de terrestre, on parle aussi de la Royal Marine, on parle aussi de Air Force, on parle de... L'armée, ce n'est pas seulement le terrestre. L'armée, c'est tout, garde républicaine, tout ce que tu veux. Il faut maintenant regarder, est-ce qu'on est là au Congo? Alors, si on n'est pas là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là que le service d'intelligence est important en République démocratique du Congo. Le service d'intelligence est important en République démocratique du Congo. Nous restons toujours avec notre thème. Y a-t-il un garant de la nation en République démocratique du Congo? Pourquoi je soulève ces sujets, madame? Le chef a dit qu'il y aura riposte, mais nous constatons il y a ce qu'on dit en anglais un delay. Et ce delay, jusqu'à quand ça va prendre? Puisque quand le chef a dit dans la prochaine semaine, donc c'est-à-dire, on pensait que c'était incessamment, c'est-à-dire la riposte militaire, nous on pensait, c'est-à-dire le rebelle n'allait même pas s'approcher de la ville de Bukavu. Et aujourd'hui, nous constatons, ils ont pris la ville de Bukavu, après les discours de Corneille Nangaa, ils se sont comportés en vrais terroristes. C'est-à-dire, ils ont tué ceux-là qui sont venus chanter pour eux, même au stade et à Bukavu. Mais jusque-là, il n'y a pas de riposte. Est-ce qu'on peut toujours croire aux paroles de chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi? Je crois, avec le président Tshisekedi, je crois que c'est pas un militaire. C'est-à-dire, ça c'est ma façon de voir les choses et ça c'est mon opinion. Quelqu'un d'autre peut me contredire. Je crois qu'il pense qu'il faut résoudre ces problèmes, peut-être en négociant, aller d'une manière, je sais pas, essayer de résoudre ça par la paix. Mais il y a certaines personnes ou des terroristes qui ne peuvent jamais comprendre ces langages de paix. Tu comprends? Donc, leur langage serait, il faut les armes. S'ils nous ont attaqués par les armes, nous avons l'obligation, le devoir de défendre notre territoire. Alors, nous pouvons aussi continuer
avec des armes, essayer de récupérer toutes les terres, toutes nos provinces, toutes nos villes, le village pris par l'ennemi. Madame, une autre question par rapport à la diplomatie. Quelle est votre réaction face à la récente victoire diplomatique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du peuple congolais, surtout de la diaspora, bien sûr? Vous avez milité avec vos lobbying, ayant abouti aux sanctions contre le Rwanda. Et c'est quoi votre réaction et vos sentiments d'ailleurs, puisque nous parlons d'une victoire diplomatique? Je crois que je suis satisfaite par rapport à ces outcomes, je dirais, le résultat de tous ces lobbying, mais aussi du président Tshisekedi, mais aussi je crois que son ministre des Affaires étrangères. Mais je me dis que c'est toujours pas assez. Tu vois, parce que les sanctions qu'ils ont données, est-ce que c'est assez? Est-ce que l'ennemi est sorti de la RDC? Même quand il y a eu la résolution, ou la résolution de Conseil de sécurité des Nations Unies, je crois que c'est résolution 2773, mais c'était genre Kagame et son armée doivent quitter les territoires de la République démocratique du Congo. Mais depuis qu'ils ont voté pour cette résolution, résolution 2773, oui. Est-ce que Kagame est parti de la RDC? Mais non. Et de l'autre côté aussi, ils essaient de se reformer. Ils essaient même de prendre des jeunes gens ils essaient de s'agrandir, de former une armée contre notre armée plutôt. Mais ça, c'est aussi un danger et on devrait vraiment, vraiment reconsidérer ça. C'est vrai que ça marche parce qu'on a vu les sanctions du Royaume-Uni, on a vu l'Allemagne qui a suivi, on a vu les États-Unis, même s'ils n'ont pas sanctionné le Rwanda comme un pays, mais ils ont sanctionné quelqu'un comme James Kabarebe, ce qui veut dire qu'il touche à James Kabarebe, touche directement au Rwanda, mais ça aussi c'est un langage diplomatique, un langage politique. Mais le problème c'est que nous Congolais, ou moi personnellement je dirais, il n'y aurait jamais de paix durable, sustainable peace en anglais, sans la justice. C'est que nous Congolais, nous devrons vraiment demander ou réclamer, c'est une justice et que tout ce qui ont commis de crimes au Congo soit vraiment traduit en justice. En justice. Ok, avant d'aborder cette thématique, vu que ça fait partie de thématiques de ce soir, nous allons retourner encore, bondir sur les sanctions contre le Rwanda. Je veux juste savoir, vu que vous êtes là, quel est cet impact réel? Historiquement, les sanctions internationales ont-elles déjà eu un impact significatif sur une nation comme le Rwanda ou d'autres pays de la région? Pouvez-vous nous donner des exemples concrets dont vous avez l'idée? Parce que déjà la République démocratique du Congo, nous-mêmes, on faisait partie des sanctions, rappelez-vous, avec cet embargo des armes. Bon, quel est ce genre d'impact vous pouvez expliquer aux Congolais, ceux-là qui nous suivent, que même en anglais, soyez à l'aise. Moi, je voudrais savoir impact nini loko ikoki kosala na vie ya ba Rwandais et puis surtout na ba autorité rwandaise. On moni impact par rapport il y a ba sanction, je dirais ba sanction tiaki sur le Congo par rapport il y a ba armes. Yangonde affecté défense nabiso. Yangonde tilelo parce qu'on n'a pas pu se procurer des armes comme il fallait. Donc, et affecté défense nabiso tilelo. C'est comme ça que le Congo est dans une situation où on est aujourd'hui faiblesse, que l'ennemi peut venir et nous arracher des territoires comme ça, alors qu'on est un grand pays de plus de 80 millions la population plus de 80 millions. 100 millions, plus de 100 millions. Et on aurait un pays de plus de 80 millions ou 100 millions. On ne peut même pas faire recours à d'autres pays pour venir nous supporter. On aurait eu peut-être la plus forte armée, je ne dirais même pas de l'Afrique centrale, mais de l'Afrique entière. Mais avec un pays comme le Rwanda, on connaît l'histoire du Rwanda. On connaît, nous, on a vécu au Congo, on a étudié avec le Rwandais. C'est parce que le pays est tellement pauvre.
Il fallait ces génocides-là que d'ailleurs, j'ai suivi un documentaire, je dirais, ici en Angleterre, par une dame de la BBC. Elle a tourné ces documentaires en 2014. Le documentaire s'appelle The Untold Truth About, The Untold Truth About Rwanda, qui questionne même les génocides du Rwanda. Quoi, la dame Michael? Non, elle s'appelle Jane Corbin. Jane Corbin, ouais. Jane Corbin. Alors, elle a même questionné le génocide du Rwanda, parce qu'elle dit que la majorité de Tutsis à l'époque du génocide étaient dans des pays voisins, Tanzanie, Burundi, Congo, et il n'y avait que 500 000 Tutsis à l'époque au Rwanda. S'il y a eu 1 million de morts par rapport au génocide, c'est que 800 000, alors qu'il y a eu 300 000 survivants Tutsis, c'est que le 800 000 qui sont morts étaient de Hutus. C'est un documentaire de la BBC. Tout le monde peut aller sur Google et le trouver. Le documentaire est intitulé The Untold Truth About Rwanda. Et pour dire que Paul Kagame, c'est lui qui avait commencé les génocides parce qu'il avait tué Habyarimana. Bon, bref, ça, c'est leur problème interne. Mais donc, on connaît le Rwanda comme un pays pauvre. Il fallait commencer ces génocides pour que Paul Kagame sorte comme les sauveurs du Rwanda. Non, du Tutsi. Des Tutsis plutôt. Des Tutsis. Et puis, qui a vraiment sauvé tous ces gens de mourir, par rapport à la mort et tout ça. Et puis après, par rapport à ça, c'est comme le peuple juif, au fait, comme l'Holocauste. Tu vois, avec l'Holocauste, maintenant, le monde a pitié. Personne ne veut toucher à Kagame, il faut l'aider, c'est lui qui a sauvé le peuple Tutsi. Et la même chose, c'est ce qu'il essaye de faire au Congo. Genre, nous voulons aider le Banyamulenge qui sont maltraités au Congo, alors que nous savons tous que c'est une histoire fausse. Mais par là, ce que je veux dire, c'est que, en fait, le Rwanda est un pays très pauvre. Ils vivent de l'aide de la communauté internationale par rapport à ces génocides. Et 50%, ils vivent de minerais du Congo. Tout à fait. Le minerai volé, dont ils n'ont pas le droit de prendre. Alors voilà, les sanctions les affecteront. Mais on pouvait aussi voir leur réaction maintenant. Comment ils parlent. Ils sont en train, mais je crois que c'est comme des gens qui, je dirais même, qui ont le mental health. They talk all the time. Ils n'ont plus le break. Ils parlent, ils se justifient. J'ai même suivi dernièrement, je ne sais pas si c'est leur ministre des Affaires étrangères, qui a demandé au Royaume-Uni de leur payer 50 millions de pounds, alors que le Royaume-Uni avait mis l'argent, environ 400 millions de pounds, pour envoyer le réfugié au Rwanda. Et ils n'ont jamais envoyé de réfugiés là-bas. Bon, selon eux, bon, là on n'entre pas dans leurs affaires, mais selon eux, c'est-à-dire qu'il y ait le réfugié de Londres à Kigali ou pas, la Grande-Bretagne devait verser la somme de 50 millions. Mais moi, je voudrais au moins qu'on retourne un peu sur les sanctions, puisque Kigali a vivement réagi à ces sanctions. Selon vous, existe-t-il un risque d'escalade des tensions entre Kinshasa et Kigali après ces sanctions, puisque on retourne encore chez le chef de l'État. Le chef avait dit, lui, il ne va pas dialoguer avec Corneille Nangaa et les M23, ni Kabila. Pour lui, il va dialoguer avec leur maître, qui est Paul Kagame. Donc, c'est-à-dire, est-ce que ça va jouer un rôle positif pour rapprocher, puisque n'oublions pas, le Rwanda, avec Paul Kagame, ils ont refusé d'aller signer l'accord de la paix de Luanda. Donc, est-ce que vous croyez ces sanctions peuvent rapprocher Kigali de Kinshasa dans les jours qui viennent? Je ne pense pas. Je ne pense pas dans quel sens. Allez-y, parce madame. Que je pense, à mon avis, je crois que Kagame est décidé, ou il a décidé de rester au Congo.
Pourquoi? Parce que nous voyons des déclarations qui se multiplient. J'ai vu dernièrement une femme, membre du Parlement rwandais, qui a dit que le colonisateur, c'est-à-dire le Belge, avait pris une partie du Rwanda qu'ils avaient annexé ou qui était une partie du Rwanda mais qui est maintenant une partie du Congo. C'est-à-dire maintenant avec les sanctions, je crois qu'ils sont powerless. Oui. Ils sont powerless, c'est-à-dire que powerless c'est sans pouvoir parce que on dirait que une partie de leur fund, l'argent qu'ils recevaient est un peu coupé. Alors maintenant, ils n'auront peut-être pas plus d'autres sources d'income que de créer cette guerre et de voler de minerais. Je crois qu'ils en ont même en réserve. Mais comme on dit, je crois que c'est en lingala, on dit « Eza jour au colia n'inité que... » Eza te jour au colia ligoro do Voilà. Ils peuvent s'entêter maintenant, là, ils peuvent s'entêter, mais ils savent, parce que l'argent doit entrer. Mais si l'argent n'entre pas, c'est demain qu'ils vont commencer à sentir cette pauvreté ou ce manque d'argent. Alors pour eux, maintenant, ils se disent, bon, on est déjà sur le sol congolais, on doit avancer. On doit avancer parce que pour eux, Tshisekedi, c'est un danger pour eux. Kabila leur laissait faire tout ce qu'ils voulaient faire. Ils avaient signé des accords, ce n'était pas sous Tshisekedi, c'était sous Kabila, où ils pouvaient prendre nos minéraux, comme ils pouvaient se servir comme ils voulaient, surtout comme c'était dans le milieu un peu reculé ou rural. Alors, personne ne pouvait vraiment contrôler ou savoir réellement ce qui s'est passé. C'est quand ils sont arrivés à Goma et à Bukavu que maintenant, même toute la communauté internationale se dit, mais bref, on nous a toujours dit, mais là, on a le preuve à l'appui, tu vois. Alors moi, je ne pense pas qu'ils partiront du Congo. C'est pourquoi je me dis, j'encourage à ce que notre défense vraiment, vraiment se renforce. Il faut vraiment créer de vrais officiers disciplinés qui connaissent mais vraiment c'est quoi défendre notre territoire. Okay. Alors, s'il faut les envoyer ailleurs, Mobutu a envoyé de jeunes gens ici dans le meilleures écoles. Il y a une école, je me rappelle plus du nom, je crois que c'est Sanders ou quelque chose à Liverpool. Il y a des gens qui sont venus sous Mobutu. Le Royaume-Uni a la meilleure Royal Marine au monde. Il faut les envoyer ici, les jeunes gens qui pourront plus tard aller former les autres personnes et leur montrer la discipline de comment gérer une armée. Parce que ce qu'on voit, c'est catastrophique. Une armée doit être loyale à nos terres, pas à une personne. Comment l'ennemi peut venir et vous déposer les armes, vous partez, vous fouillez avant même que l'ennemi arrive dans votre ville. Ça, c'est incroyable. C'est inacceptable. Inacceptable même. On reste sur la dernière question concernant les sanctions. Le Royaume-Uni, l'Union européenne et les États-Unis ont adopté les sanctions contre le Rwanda et ses dirigeants. Peut-on déjà observer un impact concret sur l'économie rwandaise ? Oui, mais c'est comme... Parce que vous venez juste de faire allusion tout à l'heure sur le 50% de l'économie rwandaise venant des aides de l'Occident. Est-ce que... Tu sais, le Rwanda fait partie du Commonwealth. Oui. Et la raison, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi. Et je crois que la raison pour laquelle le Rwanda, c'est quand même fait partie du Commonwealth, ou s'est dit, bon, je dois faire partie du Commonwealth, c'est par rapport aux avantages que le Royaume-Uni pouvait le donner au Rwanda. Mais je crois qu'il n'y a pas des sanctions qui ont aussi affecté le Rwanda comme les sanctions du Royaume-Uni. Ça, je peux te l'assurer. Ces pays, le Royaume-Uni, le pays dans lequel nous vivons, c'est ce pays qui a colonisé le monde. Les gens ne connaissent pas le power de ces pays. Que même les États-Unis, il faut connaître l'histoire des États-Unis. La majorité, si tu regardes, c'est des Irlandais, c'est des Anglais qui sont allés là-bas pour chercher une meilleure vie. Mais ce qui fait qu'ils disent toujours « we have a special relationship ». Même Donald Trump avec toutes ces nouvelles policies, mais quand il est devant le Royaume-Uni, ils disent
on a une relation spéciale. Lui-même, sa mère est écossaise. Alors, les sanctions du Royaume-Uni ont vraiment affecté le Rwanda. C'est pourquoi ils sont dans tous les sens. Parce qu'ils s'étaient attachés au Commonwealth, pensant qu'ils seront couverts. Mais merci, mais vraiment à ces ministres des Affaires étrangères, je dirais David Lemmy, qui a fait un grand travail. D'ailleurs, vous avez travaillé dans le lobbying qui a poussé la Grande-Bretagne. D'ailleurs, on a parlé de ça d'ailleurs la fois passée dans la première émission avec vous. Allez-y, madame, expliquez un peu ce détail. On ne remercie pas assez la diaspora. Ici en Grande-Bretagne, on a fait un grand lobbying. Il y a même des lettres qu'on a fait circuler dans la communauté où chaque Congolais de la communauté pouvait envoyer ses lettres au Premier ministre de la Grande-Bretagne, à David Lemmy et le Lord qui est je crois, chargé des affaires africaines, qui est aussi ministre. Parce qu'ici, on n'appelle pas ministre, on appelle secrétaire d'État. Tout à fait. Alors, on a même vu le déplacement de David Lemmy jusqu'au Congo. La communauté congolaise à Londres ou au Royaume-Uni, aussi ailleurs, en France, en Belgique, mais ici, on a fait un grand travail. On a même commencé à recevoir des réponses, que ce soit du Premier ministre ou je dirais même de son staff, plutôt du ministre des Affaires étrangères, David Lemmy. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que David Lemmy, ministre des Affaires étrangères, avant qu'il devienne ministre, elle a un MP de Haringey. Donc un député national. Un député national. Parce qu'ici, au Royaume-Uni, la politique, elle est un peu différente de la politique au Congo. C'est-à-dire, ici, on vote le membre du Parlement. Oui. Quand le membre du Parlement, en plus de sites, c'est-à-dire de chaises au Parlement, peut-être 300, je crois que c'est 334, ou si je ne me trompe pas, ou 332, c'est qui veut dire que leur leader, le leader du parti politique, devient Premier ministre. Premier ministre, tout à fait. C'est ce qui est arrivé avec le travailliste. Et lui, il est d'abord membre du Parlement. Membre du Parlement, il a joué un grand rôle pour l'élection et l'obtention même du gouvernement, c'est-à-dire pour avoir la primature chez eux, parce qu'ici, la primature, c'est comme la présidence. C'est comme la présidence. Mais ce que les gens ne connaissent pas, c'est que Haringey, c'est un quartier congolais. Je dirais surtout Tottenham, pour nous qui avons vécu à Londres pendant plusieurs années, Tottenham, c'est un quartier congolais. Alors, il a une relation particulière avec des Congolais. Tout à fait. Tu comprends? Non, il les connaît et les Congolais les connaissent. Et quand il y avait même des guerres avant, ces Congolais amenaient à David Lemmy le problème. Voilà ce qui se passe au Congo. Même quand ils n'étaient pas en fonction, mais en tant que membre du Parlement, ils pouvaient défendre parce que nous, ici, quand on a nos problèmes, on va vers nos membres du Parlement pour exposer nos problèmes. Tu vois, contrairement au Congo, nous, on va vers le membre de notre Parlement pour exposer le problème. Je crois que beaucoup des Congolais l'avaient approché pour exposer le problème du Congo. Tout à fait. Alors, par rapport à ça, mais franchement, je dirais que la diaspora a fait un grand travail. Et je crois qu'on ne nous apprécie pas assez. Le marche qu'on a fait ici dans la ville de Londres, on était chez Apple, on était chez BBC, tout à fait. on était chez le Premier ministre, on était partout, on parlait. Mais de lettres, j'en ai. J'ai vu de réponses qui sont arrivées et je t'ai même étonné. Ils nous ont même relaté les sanctions qu'ils ont mises sur le Rwanda. Alors, je crois que la diaspora est à remercier quand même. La diaspora est à remercier. Mesdames et messieurs, nous rappelons, nous sommes la majorité silencieuse. Votre émission à Londres, elle est parmi nous. Madame Eliane Moukeba, elle est assistante lecturer à l'université de Wells. Madame, avant d'aborder la troisième thématique de cette émission, laissez-moi expliquer cette partie en lingala, bandeko, batali, bino batubozola nabiso. Émission à Lelo, Tolobeli, Mokonzi Amboka, Eskazo dirigeait toujours Ekolo Abiso, République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que
alobaki était à riposter avec na bandenge ba mapinga na biso ba kobunda po ba récupérer Goma et bazwaki Goma tozui suite jusque là nanoute à Malonga kasi de l'autre côté ba ekozwa Bukavu jusque là tozo la riposte farouche à chef de l'État toza vraiment impatient là-dessus, raison pour laquelle tozo continue toujours qu'on poser question, y a-t-il un garant de la nation en République démocratique du Congo? Ce qui répond c'est Ali, oui, il y a un garant de la nation. Tosengi na chef de l'État Abunda Alemba Mabokote Banguna Bazali Ebele et concernant la sanction, Madame Eliane et moi te commenter par rapport à la sanction Oyo Grande-Bretagne donc awa na Londres et puis Union européenne ba pesaki na États-Unis bo monaki binomoko États-Unis a sanctionné James Kabarebe et sali James Kabarebe sala ba déclaration et puis par rapport à troisième thématique d'Abisso Tokolobela Lisusu Joseph Kabila mais avant de commander Joseph Kabila binomoko bomoni comment est-ce que tant Rwanda qui frappé na ndenge ba frappé bango na niveau économie na bango à part l'Union européenne a bien rotinda lisusu mo solo o bazorate o esunga kama pinga na bango esenga baya koboma pe ba organiser occupation na agression na est ya Congo c'est-à-dire Goma na Bukavu ba bomi mingi la fois passée to bisaki bino ba komaki na niveau ya 11522 jusque-là, mais Bazomata, Monusco, jusque-là, Mati Bakomina ba 8000, Bazomata, Tiba ko atteindre, selon ba rumeur, il y a 11 522, pe bako révélé biso, ba fausse komino ba salaki, bakundi bande kona biso na ndenge moka mabe, et que toko singa na ba structure international oyo s'occupe kanaba droit de l'homme bazwa soin na bango. Madame, concernant Joseph Kabila, quel rôle joue-t-il Joseph Kabila aujourd'hui? Je vais vous proposer une vidéo par rapport à son interview, puisque d'ailleurs je rappelle Bandeko Batali na écart il y a une semaine Joseph Kabila s'est exprimé 2 fois. Joseph Kabila s'est exprimé 2 fois. Na tribune et puis à Sali interview. Pour sentir agitation. C'est-à-dire, il fallait qu'il va sanctionner Rwanda pour Rwanda secouer ba collaborateur naïe au bozomo na binomongo ba miteki bangomoko. Joseph Kabila s'est exprimé 2 fois sans présenter Ata Kolaksa. Moi remords, moi mawa vis-à-vis à ma compatriote. Oh, il y a dirigeant qui pendant 18 ans moi compassion naïe. Et puis, Bomoni Binomoko, Corneille Nanga Saliba émission Atamisatu, Bomoni Runiga Ndenge a Saliba émission Atamisatu, pour la nid Baosala agitation ana Binomoko Bosomona. Et puis, toke na opposition politique, soi-disant, l'opposition politique, Oyo, ba téléméli décision, il y a États-Unis, autozo kaba rumeur, que apparemment, États-Unis a collaboré, na chef de l'État, ba travailler sur le minerai congolais au Rwanda, iba, ka frauduleusement, bango ba s'occuper na yango pour ba pacifier de l'autre côté à est pour tout ça na pour ça kimia Rwanda zo yiba bomi États-Unis a koya sécuriser ce que États-Unis a koya sécuriser ata to 10-20% bango ba zio ba tikali nango wana ezalingai eza tata mo konte kolote to ko apprécier pourquoi parce que biso pour na biso tout ça na pour ça ya paix na est ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je vais vous proposer un élément à Joseph Kabila, c'est en anglais, mais tu peux commenter en français pena lingala et puis tu zonga kalate. Merci. 2001 was, we believe all foreign troops have to leave the Congo in order for peace to be achieved. And in order to give the Congolese the flexibility to talk about this thing that's called peace. And that's how most of those troops left. Congolese were left to deal with their own issues, but of course with the support and the accompaniment of the partners of the Congo, the region and beyond, the United Nations also included. But is it the same therapy that can or will work, the same miracle today? Now, we have to sit around and go into that, dwell into that. But I believe that there is nothing that's as important as a country being within its borders sovereign decisions, and they are not being
7 armies battling it out, mercenaries included, hundreds of armed groups. Now, when you have such a mixture, well, it's quite an undesirable. Merci, Madame. Joseph Kabila, nous posons une question. Quel rôle joue-t-il aujourd'hui? L'ancien président Joseph Kabila ne s'est pas montré compatissant vis-à-vis des souffrances des compatriotes à l'Est. A-t-il reconnu une part de responsabilité dans la crise actuelle? Je ne pense pas qu'il ait reconnu une part de responsabilité. Je crois que le mal qu'on a aujourd'hui au Congo, je l'ai dit tout haut et je l'ai toujours dit que c'est Kabila. Je le dis. Tu sais, Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Et quand ils sont venus, je dirais d'abord commencer par Kabila le père, on avait des généraux, on avait toutes sortes, on avait même les admirals. Je me rappelle, on avait un admiral Mavoie ou Admiral Mavoie. Oui, amiral Mavoie. Enfin, admiral, je le dis en anglais, tout à fait. Non, c'est bon. Oui, donc on avait toutes sortes des officiers dans l'armée. Ils ont rendu nos officiers ou congolais, mais vraiment rien, quoi. Comme des vauriens, ils ont mis en prison et tout ce que tu veux. Et après, ils n'ont jamais construit l'armée parce qu'ils nous avaient ramené l'armée congolaise. Et quand Kabila, le père, s'est rendu compte, il les a tous renvoyés. Et Kabila, le fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous les a encore remis. À mon avis, je me dis même que c'est Kagame qui gère les Congo, through Kabila. Je dirais ça. Parce que il y avait tellement de soupçons, même nos passeports. À l'époque, le passeport congolais, on le faisait au Rwanda. Dans l'armée congolaise, il y avait l'infiltration qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas Tshisekedi, c'est Kabila le père. Et plutôt Kabila le fils. C'est comme s'il était là avec une mission de déstabiliser ces pays complètement. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, parce que eux pensaient qu'en formant cette rébellion, le Congo allait tomber. La façon dont les choses partaient avec une vitesse. Goma est tombé, Bukavu est tombé. On se disait le lendemain, ça serait le Katanga. Et puis le Katanga, ça c'est comme ça qu'on voyait ça. Tous on était traumatisés. Mais maintenant, avec la diplomatie, tout s'est un peu calmé. Alors, c'est comme ça, avec les sanctions, c'est comme ça que vous voyez Kabila sortir et faire ses déclarations. Parce que c'est comme sa mission ou leur mission, parce que moi je me dis qu'il est toujours allié à Kagame et toute leur bande, pas seulement lui. Même moi-même l'Ouganda, je ne fais pas très confiance. Donc je dis avec toute leur bande, parce que leur mission, c'est vraiment de couper ces pays-là en morceaux. Donc balkaniser le balkaniser. Parce que si tu suis le discours de quelqu'un comme Kagame qui dit « Ah, je ne veux pas du Congo, de toute façon, ce pays-là est trop grand pour moi, pour que je puisse le gérer. » C'est un message indirect qu'il est en train d'envoyer à la communauté internationale. Pour dire quoi? Pour dire que ce pays est très grand pour que même Tshisekedi le dirige. Donc, ce qu'il faut, c'est la balkanisation, comme ça, et je peux diriger l'Est du Congo, et puis les autres personnes, je ne sais pas, au nord, quelqu'un d'autre pourrait diriger, à l'ouest, au sud, quelqu'un d'autre peut diriger. Donc, disons, Madame Kabila est allé dédouaner Paul Kagame et les autres rebelles, c'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire Joseph Kabila aye atali alobi balongola ba poselo interview na ye ou alobi na interprété pour na bandeko Joseph Kabila alobi boui azo senga na ba armée étrangère babima na Congo, c'est-à-dire sud-africain, parce que la fois passée, elle sur l'armée sud-africaine, que sud-africaine, Babima, Azoka Mandeni, Afrique du Sud, ils ont soutenir un gouvernement comme le gouvernement congolais, selon lui, et ça la dictature. Alors, moi, je vais poser la question. À l'époque de Joseph Kabila, Zimbabweyen Bayaki, pendant que Tozaki na guerre, est-ce que Eza Eloko Mokoto Félix Tshisekedi a répété, Yango Ye Azo reproché, et pourquoi?
armée étrangère au Congo a invité officiellement. Ils ont dérangé Joseph Kabila, Nanini. C'est comme je dis, Joseph Kabila est celui qui a amené beaucoup de mal dans ces pays-là. Il n'y avait pas seulement les Zimbabwéens qui volaient d'ailleurs le diamant au Kasaï, parce que quand le Rwandais sont entrés avec Kabila le père et Kabila le 97, fils, 98, oui, la guerre. Le coffre-fort, quand Mobutu est parti, le coffre-fort du Congo, c'était l'Amiba. Et qui a détruit l'Amiba? Qu'on se pose un peu la question. Le diamant de l'Amiba, c'était des Zimbabwéens que lui, il avait amené, qui volaient le diamant de l'Amiba. Il n'y avait pas que les Zimbabwéens, il y avait les Angolais, pas du président actuel, mais des Dos Santos qui étaient là. Donc, quand il a prêté serment, tu avais tous ces présidents qui étaient alliés à Joseph Kabila, qui était là sur place, le Rwandais et tout le monde. Et lui, il ne peut pas défendre le président Tshisekedi, qu'il y ait aussi des alliés. Parce qu'en ce qui concerne la défense, on doit avoir des alliés. On doit. Je le vois, moi, je ne dis pas ça comme ça, out of nowhere. Je le vois ici, je l'entends ici. J'ai suivi le Premier ministre britannique en train de dire que c'est important d'avoir des alliés. Parce que quand l'ennemi vient, avoir les alliés, c'est important. On peut former notre défense, mais on doit aussi revoir nos relations. On a besoin des alliés. Qui sont nos alliés? Nos alliés. Quand l'ennemi viendra nous attaquer, qui seront là pour nous? Parce que qui ne sont pas là pour nous, quand tout ira bien au Congo, on ne se rappellera plus d'eux. Hein. Je ne sais pas si c'est Martin Luther King qui a dit « Je ne me rappelle pas de silence ». Je ne sais plus comment il avait dit ça. « Je me rappellerai des silences de mes amis ». Tout à fait, bien sûr. Je me rappellerai des silences de mes amis, c'est-à-dire, en ce moment difficile où nous, Congolais, tu as besoin de tes amis. On a besoin de nos amis. Tout à fait. Je parle du Congo-Brazzaville, je parle de tous ces gens qui prétendent être nos amis, mais quand on a la guerre, they didn't stand up for us. Exactly. Ils ne sont pas là pour nous, ils ne nous ont pas aidés, personne. Et j'ai même vu ceux qui prétendaient être nos amis, comme le président Denis Sassou Nguesso, qui est en train de dire à la communauté internationale, ne sanctionnez pas Kagame. Ah non, on se rappellera de nos amis. Ceux qui nous ont dit qu'ils sont nos amis, mais quand on a un problème, qui sont restés calmes, qui n'ont pas intervenu. Madame, Joseph Kabila est en train de vous suivre. Vous êtes là, devant Joseph Kabila. Il a parlé en anglais. Comment vous pouvez lui répondre en anglais en étant congolaise et on tue à l'est du pays, il vient sans compassion devant une télé étrangère et il demande le départ des armées étrangères dont Joseph Tshisekedi a invité à l'est pour nous aider à défendre nos territoires, et sans parler des étrangers qui nous agressent aujourd'hui, c'est-à-dire le Rwanda. Un message en anglais à Joseph Kabila. Peut-être il croit qu'il est le seul qui parle l'anglais. Your hands off the Congo. Your hands off the Congo. We don't know where you're from. We didn't know you. We didn't know your father. We didn't know your mother. We don't know you at all. You spent 18 years in the Congo without building the Congo, without caring about the Congolese people. Now it's time to leave us alone, to leave us build our country, to leave us rebuild our country. Stay out of the Congo. Stay out of the Congo. Stay out of the Congo, Mr. Joseph Kabila. It's not difficult, whatever Mrs. Eliane just said now. We are asking Joseph Kabila to act as a former president, as a person who led this country for 18 years, a person with a heart. Yes, we're talking about the new administration, which has been in power for 6 years now, but we are during a difficult moment, a difficult time. The only thing Congolese can expect from our former leaders, it's only compassion. Without compassion, we don't think we really need to see Joseph Kabila on the media talking
asking for us to return the foreign forces, those ones that are in Congo, for help. Madame Eliane, nous avons assisté aux déclarations de membres de l'opposition politique, soi-disant l'opposition politique. C'est-à-dire, nous avons vu Moïse Katumbi dans un podcast étranger en train de réclamer la même chose par rapport à l'approche de Tshisekedi, c'est-à-dire le président Tshisekedi avec le président Donald Trump. Pensez-vous ce que l'opposition est en train de réclamer, que Kinshasa ne puisse ne pas collaborer avec Washington? Et nous avons suivi Olivier Kamitatou, il est cadre de l'ensemble en train de repousser les Américains qui ne collaborent pas avec Tshisekedi. C'est-à-dire ce sont des ennemis de la paix. Je peux conclure ça comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Moïse Katumbi, à Olivier Kamitatou et leurs amis, entre autres Frank Diongo, l'impopulaire Diongo et les autres, parce que bango bazo senga na ba américain ba collaborer, faut Congolais yeba ba collaborer na Congo te minéré yabiso. Le président il peut négocier ça avec n'importe quel pays ou comme la biso kimia, et non pays ozo yiba minéré. Et puis bango bazo collaborer na bango sans ba sanctionner et ba mentionner agression na bango. Madame, allez-y. We've just had enough of opportunists. Le problème, c'est que tous ces gens, c'est des opportunistes. Donc, c'est-à-dire, à cause de cette situation, maintenant, il s'est dit, c'est pour nous l'opportunité d'avoir le pouvoir. Le problème, c'est qu'ils ne regardent pas le problème du pays, au fait. Tshisekedi passera. Je dis, actuellement, c'est vraiment même pas le problème de Tshisekedi. Ça, c'est notre terre. C'est cette terre qu'on léguera aux futures générations. Tout à fait. Aux générations qui viendront après nous. It's not really about them. Ils pensent que nous, on est là à avoir leur tête. Ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est notre génération. On a cette obligation, ce devoir de laisser un pays uni comme nos pères fondateurs nous l'ont légué. Un pays uni. Et on doit tout faire. Tu ne peux pas être Congolais et rester indifférent à ce qu'on a tous vu. J'ai vu l'image d'un enfant. Sa mère est morte et elle ne réalise pas que sa mère est morte. Elle est en train de tirer le cadavre de sa maman. Oui. Comment tu peux rester indifférent à ces atrocités, à ces meurtres, à ces femmes violées et aussi burned, brûlées. Violées en plus. Violées et brûlées dans une prison, je ne sais pas comment on l'appelle, Muzenze ou quelque chose à Goma. Comment tu ne peux pas être Congolais et commencer à combattre ce qui... Nous essayons de chercher la paix. Nous essayons de chercher des solutions durables pour que notre peuple retrouve sa dignité, qu'il retourne dans leur village, dans leur ville, parce qu'il y a plus d'1 million de déplacés en ce moment. Tout à fait. Des nombres de morts, on ne peut même pas compter, des orphelins de la guerre. Tu ne peux pas être indifférent et penser que now it's about you. Tu dois chercher des positions, tu dois chercher à faire partir Tshisekedi. Comme ça, toi, tu vas prendre le power. It's not really about them. En ce moment, vraiment, ils doivent comprendre. Et ce que je dis, je le dis tout haut. It's not about them. C'est pas à eux, au fait. Tu comprends? En tant qu'un pays, en tant qu'un peuple, on devrait, c'était le moment, mais vraiment de se mettre ensemble. De se mettre ensemble, de se dire, on a un vrai problème. Nos problèmes, comme je dis avant, on le résoudra après. Nos différences, c'est vrai, on le résoudra après. Mais ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. C'est-à-dire, notre pays nous unit, on doit se mettre ensemble. Alors, pour moi, je pense que ces gens, je le qualifierais même de malades. C'est pourquoi je dis, c'est maintenant important qu'il y ait une nouvelle classe politique. Parce que cette classe politique-là, qu'on voit au Congo, c'est décevant. Je veux te dire, une fois, il y a quelques années, je me suis mise avec 2 grands leaders européens.
Ok. Moi, avec 2 grands leaders européens, et ils ont dit, Eliane, on en a assez de politiciens congolais. Tous, un par un, ils viennent se poignarder, ils viennent chez nous, ils se poignardent dans le dos. L'un part, il voit... Ils s'accusent entre eux. Hein? Ils s'accusent entre eux. Oui. Il dit, il y a un qui m'a même dit, hier j'ai reçu l'ancien Premier ministre. Je ne veux pas citer les noms, il me l'a dit ouvertement. Il me l'a dit, hier j'ai reçu un ancien Premier ministre du Congo. Et là, c'était quand il y avait les élections de 2018. Il a dit, et il me dit, je sais que vous allez prendre Chadari comme président de la République. Est-ce que vous pouvez tout faire pour me mettre Premier ministre? Alors, un leader européen le regarde et dit, non loin qu'hier, vous étiez Premier ministre, qu'est-ce que vous aviez fait au Congo? Et quand ces gens partent au Congo, ils se prennent pour de rois. Alors que dans la communauté, ici en Europe, pas dans la communauté, je dis, dans le système où chez les Européens, they beg. Ils sont en train de suivre ces leaders européens. Et je les ai vus dans le couloir. Une fois, j'étais au ministère des Affaires étrangères à Paris. J'ai été invitée pour une conférence de droits humains. J'ai vu un grand leader, je ne parlerai même pas de lui, je ne citerai pas son nom, un soi-disant grand leader d'un parti politique au Congo, en train de suivre le ministre de Finances français. Il voulait absolument qu'on le reçoive, que quelqu'un le voie. Et au Congo, ils veulent se mettre comme des grands leaders. Ils peuvent mentir aux Congolais, mais mentiront pas à tout le monde. Donc, alors, c'est comme ça que je dis qu'il faut qu'une nouvelle classe de politiciens puisse s'élever, parce qu'on en a assez de ces soi-disant politiciens au Congo. Des soi-disant politiciens au Congo, madame, nous avons assisté à l'arrivée du procureur de la Cour pénale internationale à Kinshasa, M. Karim Khan, et le procureur de la CPI, il a récemment visité Kinshasa, en République démocratique du Congo. Peut-elle espérer des interpellations de responsables des crimes à l'est du pays, entre autres Corneille Nangaa, bien sûr, mais il y a un souci, madame. Le Rwanda n'a jamais ratifié ce qui forme la CPI. Donc, c'est-à-dire le traité ou l'accord qui forme la CPI. Est-ce que le procureur de la Cour pénale internationale sera-t-il limité? Vous êtes, je rappelle encore, madame, vous êtes experte en droits humains. Donc, là, c'est vraiment votre rayon. J'aimerais bien avoir le contour. Qu'est-ce que le Congolais peut s'attendre par rapport à la démarche du procureur Karim Khan? Je crois que c'est déjà un pas, parce qu'on n'avait pas ça avant, c'est jamais arrivé, ou c'est déjà peut-être arrivé, mais je suis peut-être pas au courant de ça. C'est déjà un pas. Mais je dis aussi que nous, en tant que Congolais, on devrait déjà, il ne faut pas que la CPI vienne nous dire qu'il faut la justice. Nous-mêmes, en tant que Congolais, on peut commencer une justice communautaire. Une justice communautaire, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être à Kinshasa, mais qui sont, how would I say it, who are part, qui font partir de tous ces systèmes de terroristes. Tu comprends? Mais c'est le temps maintenant d'identifier qui est qui et de pouvoir les amener en justice. Et former peut-être une sorte de ce qu'on appelle la justice communautaire dans toute la ville, dans toute la région. Moi je dis qu'il n'y a pas de paix durable sans la justice. Tu sais, à l'époque de Léopold II, on n'a jamais amené Léopold II en justice pour le meurtre qu'il a commis au Congo. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait jamais eu de justice.
à l'époque de Léopold II. Oui. C'est-à-dire, les gens se disent, cette culture d'impunité, de toute façon, pour le Congo, il n'y a jamais de justice. On peut aller aussi tuer de milliers de Congolais ou de millions de Congolais, personne ne nous jugera. Le pays, c'est an open invitation. Anyone can go, do whatever they want. Ils peuvent aller faire tout ce qu'ils veulent et personne ne les traduira en justice, personne ne les jugera. Non. Il faut que ça commence, il faut que l'État fonctionne, il faut qu'on sente l'État. Jusque-là, on ne sent pas l'État. L'État doit fonctionner. L'État is dysfunctional. Let me rephrase this. Je m'explique. Ce que vous voulez dire, c'est-à-dire l'État doit fonctionner, nous devons quitter le terrain des slogans. Oyotomo Nakeza, Bazoboma 8000, Bazoboma 10 000. Biso en tant que nation. Tozo Salanini Kasina ba 8000 wana. Puisque aujourd'hui, madame, la RTNC Zolobela Susu ba morte. RTNC Zolobela Susu ba morte. Et RTNC Zolobela Susu ba ville occupée vraiment te. Tokomi mingi kolobela sensibilisation. Y a ba nouveau recrue. Tozo mona ba ministre bazo circuler na ba province. La première ministre, et d'ailleurs nous allons parler de la première ministre et la bourde du ministre d'État Constant Mutamba. Nous allons en parler juste aux à la moi parenthèse. Mais quand même Tozo lobela. Ba ministre bazo à la distrait à la place d'aller seulement sensibiliser les jeunes en armée, mais pourquoi pas faire passer les messages que de l'autre côté, Baboumi déjà 8000, même si jusque-là, non conditionnel, il y a 11 522 morts, mais quand même, toujours sentir silence na atrocité, oui, c'est ça les maya solo na Goma et puis na Bukavu, c'est-à-dire na territoire et à Pembeni à Bamboka wana. Donc, moi je veux que au bêta vraiment c'était là-dessus, na moi explication mon quoi impose à la plus explicite par rapport il y a distraction, je veux dire par rapport à l'autorité na biso parce que tozolo baka bazoboma, mais ces pays baé na Kinshasa. Toujours sensibiliser Ces pays, pour moi, c'est comme ces pays d'ailleurs qu'on rappelait, soi-disant les autorités de notre pays qu'il faut une justice. Tout à fait. C'est déplorable. C'est déplorable. Le ministre, ce sont les exécutifs du pays. Je dis ça et je répète. Ce n'est pas la CPI, oui, ça c'est... La CPI, ce qu'ils vont faire, même s'ils trouvent ceux qui sont en train de chercher de preuves et tout ça, ils vont faire ce qu'on appelle tribunal international. Oui. Mais nous avons aussi le devoir de faire notre tribunal national et aussi communautaire. Ah, il a parlé de ça, hein, le procureur. Il a parlé, oui, on doit parler. Mais c'est pas, nous avons cette responsabilité de le faire aussi. On ne doit pas venir attendre tout le temps. Oui, qu'on vient nous dire comme des enfants. Je te dis, on nous dit... La création de ces tribunaux sur les crimes commis en RDC. On nous dicte des histoires comme des enfants, c'est vraiment, vraiment déplorable. Le ministre, excuse-moi de le dire, mais le ministre du Congo, tout le temps, il se met en mode, nous sommes des victimes. Why are you ministers then? Pourquoi vous êtes des ministres? Ils doivent prendre les choses en main. Ils doivent prendre les choses en main. Ils doivent prendre leurs responsabilités en main. S'ils ne savent pas pourquoi ils sont là, s'ils ne savent pas pourquoi ils sont ministres, il y a Google qui partent sur Google, qui google leur job description. Ils comprendront qui ils sont pour ces pays-là. Alors qu'ils arrêtent un peu de jouer, se victimiser, nous sommes des victimes, nous sommes arrêtés, nous sommes attaqués par le Rwanda et la communauté internationale venait nous aider. Ah mais non, arrêtez. Raison pour laquelle... They need to man up, they need to stand up, they need to man up. Raison pour laquelle nous allons continuer. Ils doivent être des hommes, ils doivent se mettre debout, dire c'est notre pays, what are we gonna do? Mesdames et messieurs, le thème de cette émission, y a-t-il un garant de la nation en République démocratique du Congo? Nous sommes la majorité silencieuse, nous sommes ici sur place à Londres. Abonnez-vous sur notre chaîne Moudiaï African Legacy TV sur YouTube et sur la chaîne de notre partenaire Congo Synthèse sur YouTube et sur Facebook. Madame, la dernière thématique de cette émission, la perspective
et vision pour l'avenir. Quelle est votre vision pour une paix durable en République démocratique du Congo? Je souhaite et je prie, et nous, dans la diaspora, nous continuons de nous battre. On ne va pas lâcher, parce que c'est notre pays, nous avons cette obligation. Et je souhaite, et je me dis que ce temps passe, c'est un temps difficile pour notre pays, qui va passer. Je crois que pendant Covid, la reine Elisabeth a dit quelque chose à cette nation de la Grande-Bretagne. Elle a dit, « We will be with our families again. We will see you again and we will be together again. » Ce qui veut dire, nous vous verrons encore et nous serons ensemble une fois de plus. Avec nos familles. Avec nos familles. C'est-à-dire, cette guerre, pour moi, c'est un temps dur, un temps très difficile pour nous tous. Et je me dis que ça passera. Nous pouvons que nous encourager à dire ça passera. Mais quand cette guerre passera, il faut qu'on se dise des vérités. Il faudrait qu'on se mette ensemble en tant qu'une nation, qu'on se dise des vérités. Parce que même ceux qui sont là à la tête, ils ne sont pas plus congolais que les autres. Plus congolais que les autres, et ils ne sont pas aussi meilleurs que les autres. Tout à fait. C'est-à-dire seulement qu'ils ont eu cette opportunité de se retrouver là. Seulement, ils ne peuvent pas aussi faire quoi que ce soit sans l'avis de la population, de l'avis de Congolais et de nous, tout le monde, tout Congolais, pour dire, voilà, c'est ce que nous voulons faire. Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'ici, même s'il faut construire un pont, on nous envoie des emails, on le voit, pas des emails, mais des lettres, qu'est-ce que vous pensez et tout, on doit voter. Moi, je paye mon taxe ici. On me dit, de fois, on m'envoie le bank statement de ce que mon taxe fait. Tu vois? Ils ont le devoir et l'obligation d'informer au peuple congolais. N'importe quelle décision qu'ils doivent prendre, ils doivent informer aux Congolais. Et par là, je veux seulement dire que cette crise passe de la guerre et du conflit. Je veux qu'on réorganise les choses au Congo. La façon dont le pays est géré. On doit regarder chaque département. Quelles sont les priorités? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'une nation? Tout à fait. Ce n'est plus... je me dis, if you have children, si vous avez des enfants, vous ne pouvez pas penser à vous. Vous ne pouvez plus penser à vous. Je crois qu'Obama a dit quelque chose aux leaders africains. Il leur a dit, je crois qu'il était allé au Ghana, comme un père qui disait ça à ses enfants. Je crois encore, c'est dans un documentaire, Untold Truth About the Congo, que quelqu'un a dit ça. Il leur a dit, Africa doesn't need strong men. Africa needs strong institutions. Où sont nos institutions? Le Congo is dysfunctional. Les Congos ne fonctionnent pas. J'interprète pour vous, African doesn't need strong men, African needs strong institutions, c'est-à-dire Congo et Afrique. Ezali na posa ya bato makasi kakate, mais kasi na ba institution, c'est-à-dire ekolo ezala makasi na place ya bato. C'est-à-dire ceux qui lelo présidence eza makasi, moto azozala na kati ya présidence, c'est-à-dire président de la République akozala makasi. Pourquoi? Parce que le système ekozala ya makasi. Madame, nous sommes à la fin de cette émission. Un mot de la fin aujourd'hui. Donc, nous sommes le 7 mars 2025. Demain, le 8, la journée mondiale pour vous, les femmes. Vous, en tant que femmes, vous avez accepté notre invitation pour vous adresser à la femme congolaise de Kivu, qui vous suit, nord et sud Kivu. Quel est le message d'encouragement et de compassion? Vous allez faire ce que Joseph Kabila n'a pas pu faire. Donc, un message à la femme de Kivu, madame. Et nous allons clôturer par là. Pour les femmes de Kivu et de Goma et de tout le milieu rural de l'Est de la République démocratique du Congo, tous ces milieux, toutes ces femmes qui sont affectées par la guerre, je dirais beaucoup d'amour. Ce qui aide ces femmes encore aujourd'hui à avancer, c'est leur résilience et leur force qu'elles ont démontré, pas seulement au courant de cette guerre, mais qu'elles ont démontré parce que c'est pas seulement cette guerre, plusieurs années de guerre, je dirais même 30 ans de guerre. C'est leur résilience that keeps them going.
Alors, je dirais courage à vous. Et deux fois, ici en Europe ou dans la diaspora, on se sent powerless parce qu'on n'a pas... actuellement, là, on ne peut pas vous atteindre. On ne peut pas vous voir. Mais comme je dis tout à l'heure, on vous verra. On sera avec vous. Et parce que ces femmes, malgré cette souffrance, ce sont elles qui tiennent les communautés ensemble. Ce sont elles qui tiennent leurs familles ensemble. C'est triste, mais leurs droits les plus fondamentaux ont été bafoués. Je parle de droit à la paix parce que c'est un droit. Droit à la vie. On a vu de femmes tuées. C'est un droit. Droit à l'eau potable. Droit à la santé, aux soins de santé. Et tous ces droits ont été bafoués. Alors, demain, c'est le 8 mars 2025, alors que le monde entier célèbre la Journée internationale de la femme, avec pour thème la femme dans la technologie et la science. Je me dis que les femmes de la République démocratique du Congo sont une fois de plus poussées en arrière et leur plein potentiel m'est vraiment mis à côté. Je crois qu'il est temps. Je ne peux que plaider pour la paix et une paix durable, pour la justice et pour la résolution 2773, qu'elle soit mise en application, pour la résolution 1325, où les femmes sont au front pour négocier la paix, parce que je me dis que quand les femmes sont au front pour négocier la paix, on voit les choses changer et on voit les choses avancer. Merci et joyeuse fête internationale de la femme à toutes et surtout et principalement beaucoup d'amour pour les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci. Merci Madame Eliane Moukeba. Nous rappelons Madame Eliane Moukeba, elle est assistante professeure à l'université de Wales en Grande-Bretagne vers le sud, pays de Galles. Mesdames et messieurs, merci parce que Bolandi Bisso Nabo Kebignonso et Tokolobali Susumingite Otolobi eza déjà Oyo Isengela Kitoloba kasi toko rappeler juste Nabande qu'on a biso ya opposition et loko moko naba oyo ya pouvoir boye ba été congolais azotale labino congolais azasusobate. Pourquoi? Parce que tozana ba occupation na biso musuto salaka. Madame Eliane Azali na université à Wells et moi je suis dans d'autres occupations un jour baebi mais kasi na baton na biso libre ndetoyaka ko solola na ba oya biso oyo ba sengi na biso ete biso tozo sepera koyoka majorité silencieuse émission na bino oyo toyebi que tozo sensibiliser ba congolais de la diaspora et sur place au Congo. Aujourd'hui le 7, demain le 8, journée de la femme. Je voudrais au moins souhaiter ma condoléance na famille na Mbujimai, famille à maman Nangai, Toutiko Pedre, maman Nadège Tubwabwa Mbouyi, Azali agent ya DGM. Pourquoi on a préféré Natia Yango? Parce que vous voyez la dame Bozomon à l'écran, Ezali moi si Obatiki na Agia 22 ans na banami balé pa ya mobali, Azeko sala na DGM, Atikali femme veuve à beaucoup libana nae aujourd'hui à 40 ans mama lekinanga à Tikibiso na mokolo ya lobi le 8 oyo bozomona mwasi a telemi na âge à 22 ans à Mbujimai azo travailler na deuxième à Bundi ti a beaucoup libana nae à Koufi sous le drapeau en train de servir son pays. Raison pour laquelle vous allez remarquer, depuis un moment, tous tourné émission, pourquoi? Parce qu'elle a éprouvé, mais quand même, tous en a ba femme forte na mboka na biso, to négliger basité yango to ndimaki ko bengisa mama Eliane Mokolo ya lelo parce que mama Eliane a zo faire partir na ba femme forte ya Europe awawa o bazo travailler pour na lo kumu ya communauté congolaise parce que to ko sepela ite za la kakate biso ba papa pour biso to sito kenda sango to sala ka malamu kasi aujourd'hui là to décider to sala émission malgré to za na ba chagrin na pasi na motema ya ko sala émission lelo pour na ko encourager ba femme au bazana front au bazali kobunda même na este ya mboka ozana information monguna passer information eko sauver bandeko mama mususu bazala violeté
na ndenge tozali koloba et bao baza sur place na Mbujimai. Enterrement ekozala le 9 mars na Mbujimai, ba obsèques organisées par la famille ya Mbouikalala et puis na DGM ya Mbujimai oya salaka na DGM ya Mbujimai ayebi mama Nadège Chiboaboa. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette émission. Nous souhaitons bonne fête à toutes les femmes Oyo Bazali Kobunda Namokolo Lobby. Et puis nous disons merci à la maison Congo Synthèse Oyo Bazali ko accompagné biso toujours messieurs Deo Mpoyi et Gervin Mpoyi avec l'agence immobilier Yayemoko, l'agent immobilier interplanétaire Benito Moudiayi. Mesdames et messieurs, merci, bonsoir. Sanga moko, tata bo, mama bo, ekolo bo,